cette proposition qui est en fait très personnelle, mais qui peut intéresser d'autres personnes, c'est l'intitulé est le jugement dernier est déjà en cours. Qui dit jugement dernier dit dernière ultime mise en jugement, ultime mise comment dire, en question, en questionnement. Et en fait, donc avant le sort ultime, soit l'enfer, soit son contraire. Et donc, beaucoup de gens, évidemment, parlent de l'enfer sur terre, parlent euh, des épreuves de la vie comme étant un véritable enfer. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Moi, je prends juste le jugement dernier, qui donc précède la, comment dire, la condamnation. En fait, le jugement dernier serait le processus d'évaluation, le processus pendant lequel on évalue. Et comme on évalue la personne selon ce qu'elle a fait, et on sépare entre ce qu'on considère comme recevable et ce qui ne l'est pas, ce qui est à comptabiliser au bénéfice ou à porter au bénéfice de la personne, et ce qui est plutôt sera comptabilisé contre elle et pourra servir en fin de compte à déterminer son sort, soit l'enfer, soit l'inverse. Donc fondamentalement, ce n'est pas tellement que j'ai une appétence particulière pour ce type de référence ou de mythe ou de sort. C'est juste pour parler d'une façon un peu différente de ce processus intérieur qui est vécu de façon permanente. Et pour certains, évidemment, il est plus pressant, plus présent, plus prégnant que pour d'autres. Et il est évident que l'avancée en âge a aussi sa part de contribution dans cette affaire. Et qu'en fait, plus on avance dans l'âge, plus on est en jugement dernier, jugement ultime quelque part, puisque comment dire, on est en face à quelque chose qui est la somme de ses actes, et qui dit jugement dernier dit qu'on est dans une phase de stase. Quelque part, on a ce qu'on a fait et on ne fait plus rien. Évidemment, on est en phase dans un tribunal humain. Un prévenu peut quand même commettre des délits ou même des crimes et aggraver ainsi son cas. Alors que normalement, pour ce qui est du jugement dernier, pour ce qui est de cette phase-là, elle est plutôt une phase de non-faire, puisque on est quelque part empêché de faire, on est dans une attente et rien d'autre. On ne peut ni porter atteinte à la personne qui est chargée de nous juger, ni porter atteinte à aucune autorité possible. Donc c'est cela. Donc finalement, c'est de se considérer, si on se considère en jugement dernier, c'est qu'on se considère un peu hors la vie. On est en dehors de la vie, on n'est plus dans la vie, on est en face à soi-même, et c'est soi-même qui est le juge. Donc évidemment, souvent on parle de juge et partie, ce qui fait que ça ne passe pas, on est partie du problème, et normalement il nous est difficile d'être notre propre juge.
Cependant, on va faire comme si cela était possible, au moins théoriquement, et pour essayer d'avancer sur cette question de jugement dernier. Il s'agit de comptabilité, euh, la comptabilité de ces culpabilités, de ces méfaits, évidemment les méfaits, on est plutôt dans une sorte d'accumulation des preuves à charge et non plus à décharge, et non pas du tout à décharge. C'est ça qui est intéressant dans l'affaire, c'est que spécifique à cette affaire-là, c'est qu'on est uniquement dans un procès à charge. Il n'est pas question d'introduire des éléments qui pourraient nuancer, circonstances atténuantes, etc., etc. Là, on est vraiment nu face à la somme de ces actes, ou aussi à la somme de ce qu'on n'a pas fait. Il s'agit des actes qu'on a fait et dont on ne se revendique pas, et des actes qu'on a fait et qui nous ont été néfastes et qu'on a initiés, puisque là il s'agit quand même de reconnaître la responsabilité de l'individu. Il ne s'agit pas de dire ce n'est pas moi. Là c'est soi-même face à sa propre responsabilité. Comme pour les actes, il s'agit aussi de déterminer la quantité et la gravité des choses qui n'ont pas été faites. Quand il s'agit d'être en responsabilité et que là, on a pratiqué la démission, on a pratiqué quelque part la négligence, on est aussi on est aussi en droit de recevoir un jugement par rapport à ce qu'on a manqué, à ce qu'on a manqué, à ce qui en fait était possible. Donc la question c'est plutôt que de partir dans ce développement, rester sur l'idée du jugement dernier. Pourquoi le jugement dernier? En fait, il ne se fait pas de façon, c'est ça qui est spécifique à cette question de rapport à soi-même dans ce cycle quelque part de jugement qui n'en finit pas, qui évidemment à un certain moment il est plus prononcé que d'autres, mais il est permanent. C'est d'être dans un rapport de questionnement. Pourquoi la question de la culpabilité? Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu renoncé à cela? Pourquoi es-tu allé dans cette voie? Donc, ça ne se présente pas toujours d'une seule et même façon. Ça change, donc un jour l'angle d'attaque plutôt ça va être des choses, puis un autre jour ça va être autre chose. De toutes les façons, on n'en sort pas. Et c'est évidemment parler d'enfer sur terre n'est pas possible puisqu'on ne connaît pas l'enfer. Et la preuve c'est que l'enfer est lié plutôt à un excès de chaleur, alors que ça peut être aussi un excès de froid. Le froid est peut-être encore plus difficile à supporter qu'une chaleur excessive. N'empêche que dans la civilisation, dont quelque part je suis l'héritier, c'est plutôt la chaleur, un excès de chaleur. Et donc quelque part, ce qu'on imaginait comme quelque chose d'insupportable, c'est d'être mis en situation, comment on dit, en situation de perte de contrôle sur soi-même et d'être en fait exposé à des traitements, excessifs, à des traitements douloureux et évidemment pour l'éternité. Et évidemment, nous n'avons pas d'expérience de l'enfer réel pour pouvoir en parler. Nous n'avons pas une expérience de l'éternité d'une souffrance, de l'éternité, encore moins de l'éternité d'une souffrance.
nous pouvons que supposer, qu'émettre des hypothèses. Donc finalement, parler d'un enfer sur terre, c'est uniquement, c'est une métaphore très simplifiée. Nous avons, même quand nous sommes dans une certaine vision très dépréciée de nous-mêmes, quand nous souffrons, quand nous avons la certitude d'être dans la peine, la paix totale, nous avons cela nous affecte sur le plan mental, mais cela ne nous touche pas sur le plan physique, en tout cas pas de façon claire et nette. On peut très bien, comment dire, ce type de pensée peut très bien conduire à des désordres physiologiques et contribuer à l'apparition de pathologies ou à leur comment dire, à les aggraver. Ça peut aussi conduire à cela. Le corps a besoin d'un mental qui fonctionne bien. Quand ça ne fonctionne pas bien, ça, obligatoirement, il y a une interaction entre les deux. Et fondamentalement, il y a des conséquences. Donc l'enfer, quelque part, parler d'enfer serait excessif. En fait, on est toujours dans l'étape qui précède. Nous sommes dans le jugement, nous sommes plutôt aussi, mais sans passage à l'étape qui normalement est l'étape supérieure, l'étape qui vient après, l'étape suivante, et qui est l'administration de la peine. Nous, en fait, dans ce processus de mise en accusation permanent, il y a comme quelque part l'administration de quelques peines. Le fait de ne pas se considérer comme un non-vivant, de se considérer comme un non-méritant, est quelque chose qui peut être de l'ordre de la... c'est de la punition, de l'ordre de la sanction. Comment me sanctionner, comment appliquer la sanction contre moi-même quand j'estime que je suis suffisamment coupable pour mériter une sanction d'une grande sévérité. Il n'est pas l'enfer, il y est question de porter atteinte à l'intégrité de la personne. Il est question comment dire, de punir par l'administration de tout un tas de civismes. Et dans le processus que moi je vis, je ne m'administre à rien de physique, donc je suis quelque part toujours dans cette phase où je poursuis le procès contre moi-même sans appliquer les sanctions qui s'imposent. La sanction ultime est quelque part, évidemment, je ne crois pas en ces choses qu'on appelle rédemption, etc. Je ne pense pas qu'on puisse... Alors évidemment, il y a aussi ces termes de faire la paix avec soi-même, il y a ces termes comme résilience, il y a ces termes comme peut-être sorte de pratiquer à quelque part, faire la part des choses, ne pas
se penser responsable de beaucoup de choses. Et c'est cela le paradoxe. Le paradoxe dans cette affaire, c'est que on peut estimer qu'on est grandement fautif parce que on a été grandement en capacité de faire, ce qui est déjà un peu tendancieux. Je me surestime quand je surestime ma capacité à agir ou à infléchir. Ce que j'ai laissé passer, ce que j'ai n'ai pas fait, ce que je n'ai pas enclenché, n'est peut-être pas si décisif que cela. Et il y a une question de, même dans l'autoprocès, il y a encore un aspect de surévaluation de sa propre personne. Donc il y a comme ça des paradoxes qui sont un peu dissimulés, mais si on cherche un peu, on les débusque assez facilement. Donc l'idée c'est ce qui crée cette inadéquation, ce sentiment d'inadéquation et ce sentiment de déphasage. Nous avons besoin d'être dans une certaine un rapport de mouvement, un rapport de quelque part d'action par rapport à notre vécu. Nous ne devons pas être quelque part dans une arrêté, immobilisé, juste fixé sur ce qui s'est passé et avec le risque de laisser passer ce qu'il est encore possible de faire. Il est évident que le procès, évidemment, pendant que le procès se tient, il y a des choses qui ne sont pas, qui s'éloignent. Il y a des choses, nous pouvons passer des dizaines d'années à faire ce procès. Et pendant ce temps, comment dire, notre marge de manœuvre, notre capacité de retournement s'amenuise. Et cela, évidemment, l'amenuisement ne cesse jamais jusqu'au jour où il n'est plus possible de se déterminer comme un acteur agissant, mais plutôt comme un corps en attente d'un changement d'état qui devient de plus en plus certain, de plus en plus imminent. Nous sommes quinquagénaires encore en capacité de faire. Mais cela est empêché par ce procès permanent. Chaque fois, soit par la rencontre avec un élément matériel, soit les choses qui surgissent du fond de la mémoire, là aussi stimulées par un mot, stimulées par une image mentale, et c'est parti. Et ce qui est quelque part, si je dois faire l'avocat de la défense, je dirais que là aussi, un paradoxe. Nous avons aussi, par rapport à une rencontre, nous pensons toujours que certaines rencontres auraient pu être décisives. Et là, nous surdimensionnons l'importance de ces rencontres. Nous leur donnons un caractère de décisivité peut-être qu'elles n'auraient jamais pu avoir. Il y a de ces rencontres qui n'ont de crucial que l'aspect, que l'apparence. Il faut vraiment être en vigilance. Et en fait, c'est tout, quelque part dans ce procès, donc toujours avocat de défense, il y a tout qu'il faut changer d'angle de vision. Il faut inverser
le- nous ne sommes pas les maîtres absolus de ce que nous sommes amenés à faire. Nous sommes amenés à faire, nous sommes amenés à faire des choses parce que nous ne pouvons nous y soustraire. Il y a des moments où nous arrivons à échapper à nos déterminismes, quels qu'ils soient, mais la plupart du temps, on y revient, on est lié, on appartient à ces déterminismes qui peuvent être même des surdéterminismes. Et ils ont toute la puissance qu'il faut pour nous imposer leur inclination, la voie qu'ils nous tracent, la voie qu'ils nous désignent. Nous ne sommes pas si libres que ça de nos choix. Et fondamentalement, là où quelque part un autre paradoxe, là où nous pensons que les choses auraient pu, parce qu'il aurait fallu faire cela ou faire cela, nous faisons fi d'une contradiction ou d'un argument qui normalement doit être pris en compte immédiatement. C'est que nous, nous, nous pensons à la place des autres, et les autres ont aussi leur mot à dire. Quand nous imaginons un destin pour l'autre, l'autre peut être en situation de refuser ce destin. Et là où nous imaginons des choses allant de façon tout à fait linéaire, on peut rencontrer comment dire, des tas de contraintes, des tas d'obstacles, et le chemin qui paraissait tout à fait empruntable devient un chemin tortueux, un chemin presque impossible à suivre, impossible à emprunter. Ainsi, il est question d'être, même dans ce processus, d'être vraiment, quand il faut, dans un procès, il faut aussi connaître un peu les circonstances de la commission de la faute. Ainsi, il est question, je ne parle pas de péché, ce n'est pas dans mon vocabulaire, je parle de faute, mais non pas une faute morale. C'est en fait la faute en tant qu'élément pour désigner. C'est juste un mot, et non pas je suis fautif, dans le sens où la faute, je ne suis fautif que dans le sens où ce que j'ai fait ou je n'ai pas fait me contraint, m'emprisonne dans dans quelque chose qui m'empêche d'être en capacité d'agir. Je deviens le prisonnier de ces choses, de mes manquements. Et le problème, c'est que je peux, comme ce qui se passe là de suite, je peux être dans une certaine lucidité. Or, je ne sais pas ce qui se passe, cette lucidité fait souvent défaut. La lucidité, c'est-à-dire le travail de mise en, comment dire, d'actualisation peut-être des choses, le travail d'interprétation, de réinterprétation des choses dans une vision large, dans une vision globale, dans une vision, dans une approche très ouverte. Ainsi, à chaque fois donc que la tendance, que le cheminement intérieur, les choses qui apparaissent comme ça, vous poussent vers des sentiments qui vous désignent en tant que fautif,
il faut obligatoirement introduire des éléments atténuant les choses qui atténuent ce sentiment de culpabilité et qui permettent justement de créer des passerelles pour pouvoir passer de l'autre côté, pour pouvoir traverser. Ainsi, je suis souvent, donc en défaut de cette passerelle, je suis bloqué sur une rive et je suis en attente de quelque chose, attente de libération, en attente, évidemment, là je peux utiliser le terme de rédemption, j'ai besoin de dépasser, d'aller au-delà de cette chose dans laquelle je baigne. Je suis plongé au hasard des choses. Ainsi, certaines matinées sont beaucoup plus promptes à la remontée de ces... évidemment, c'est le matin. La nuit, j'y échappe parce que je m'endors sans me mettre en condition. Je laisse le corps prendre, comment dire, le pouvoir. Alors que si je me mettais au lit et que j'essayais de m'endormir, là, comme pour vous tous, là, certaines images vont être présentes, vont se représenter et je ne pourrai pas y échapper. Donc c'est à certains moments donc le réveil, bon, certains des éléments comment dire, de cette somme de culpabilité remontent à la surface. Il y a des moments dans l'année où c'est beaucoup plus présent. Le problème, c'est que pour essayer d'échapper à cette, quelque part, à cette, au surgissement de ces choses-là, on essaie d'être extérieur à soi-même à un moment donné, puisque je ne peux pas faire face, puisque je ne peux pas corriger, puisque je ne peux pas rectifier, je me mets quelque part en congé de sensation. À un moment donné, voilà la peine, quelque part la sanction, c'est se couper, essayer en tout cas de se couper, et j'y arrive, on peut y arriver, se couper de ces sensations, se couper de tout lien, c'est-à-dire on s'arrête d'être en liaison, en lien affectif, en lien, comment dire, de projection avec les autres, on cesse d'appartenir à un groupe ou à un autre, on n'appartient plus à personne, évidemment on n'appartient plus à soi-même, on est quelque part une machine, comme d'autres parlaient pour l'animal, désigner l'animal comme une machine, on est une machine, la plupart du temps, on assure sa subsistance, mais on n'est plus dans aucune projection affective, ni une projection sociale, d'aucune sorte, c'est fini. Cela, donc, c'est un aspect, quelque part, de la dégradation et de la situation. Cette situation conduit à une dégradation. Et quelque part, il n'est pas possible de s'infliger des punitions d'ordre corporel, se priver de nourriture, se priver de sommeil, s'auto-mutiler. Il n'est pas possible de faire cela. Et quelque part, une manière quand même de s'administrer cette punition, c'est peut-être d'avoir un discours déjà de quittance du monde, de développer ce discours d'inadéquation, ce discours de séparation, et on divorce avec ce qui fait aussi ce qui fait aussi partie de nos besoins, c'est-à-dire le besoin de proximité, le besoin de
le, le besoin d'être avec, au milieu des autres, le besoin de, de faire en sorte que qu'on soit prêt à s'engager dans des relations, euh, dans des projets, etc. Et, et voilà, donc je ne sais pas si j'ai bien développé cette histoire-là, cette histoire du jugement dernier, évidemment, qui entend de nos jours, qui entend le mot jugement dernier, pense obligatoirement à, ce film et Terminator. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, le mot jugement dernier est prononcé, sans qu'on explique le pourquoi. L'humanité a fauté, obligatoirement, si elle subit le jugement dernier, c'est ça le truc, c'est que toujours en jugement dernier, mais après, donc c'est le jugement dernier, c'est le moment. Et donc on suppose qu'elle est passée par le jugement dernier, hein, qu'elle a subi la sanction, c'est-à-dire l'annihilation. Et voilà, donc j'ai sorti ce terme de l'annihilation. J'essaie de m'annihiler dans quelque chose dont je ne perçois pas trop les contours et que j'essaie de tracer, d'édifier ce chemin d'annihilation. C'est pour ça qu'à un autre moment, j'ai parlé de néant avant le néant et quelque part d'être dans un néant de sensations, dans un néant de vie, quelque part. Et donc, le côté, il y a obligatoirement une faute, si la sanction est aussi radicale, c'est que la faute a été énorme. Et comme dans d'autres récits légendaires, il est question d'humanités qui ont été effacées parce qu'elles étaient trop corrompues, parce qu'elles étaient, etc. Et le châtiment, c'était l'effacement et le remplacement. Évidemment, là, on efface l'humanité, on la remplace par les machines, et qui sont quand même une création de cette humanité, qui lui ressemble grandement, ce qui est déjà un peu un paradoxe, mais toujours, donc, obligatoirement, on est dans la morale et dans quelque part presque dans le péché, et que évidemment qui dit péché dit souvent salut, qui dit salut dit messager, mais là il y a dans ce film il n'y a pas de salut, il n'y a pas de Messie, c'est juste juste un processus de, comment dire, de remplacement d'une forme de vie par une autre, et c'est tout. Après, évidemment, donc l'aspect, la morale dans cette question, la morale dans cette affaire, est-ce qu'elle joue un rôle ou pas? Qu'est-ce qui fait qu'on est quand même, on est dans une société qui a des valeurs, et ces valeurs, évidemment, produisent une morale, produisent un certain nombre de principes qui sont des principes directeurs. Ainsi, quelle est la part peut-être du procès nécessaire qui est en rapport avec des fautes personnelles, et quelle est la part des choses qui sont en fait en connexion avec une vision morale bien particulière. Ainsi, le problème est que l'être humain, considéré comme
comme dans l'obligation de produire un certain nombre de choses, donc de se réaliser, de réussir l'échec ou ce qu'on considère comme un échec est, évidemment est très est considéré comme un défaut, comme quelque chose qui est à décrier. L'échec n'est en aucun cas vécu comme une autre manière d'avoir un rapport à la vie. Et donc il y a l'échec, il y a la réussite, puis il y a le devoir d'être un membre actif, un membre quelque part contributeur dans une collectivité. Ce n'est pas l'individu lui-même qui est à prendre en compte, c'est son entourage aussi, c'est l'individu et son collectif. Donc le problème, c'est l'incapacité à s'émanciper, donc à sortir de ces obligations qui ne sont peut-être que des obligations sociales, bien entendu. Quand on parle d'obligations sociales, on peut très bien oublier un terme que j'avais retrouvé, puisque j'ai dû l'entendre quelque part, et c'était le don et le contre-don. Beaucoup de groupements humains exigent de leurs membres des actes au bénéfice de la collectivité, mais ils offrent par ailleurs, donc il y a le don et le contre-don, ils offrent par ailleurs une prise en charge affective, une prise en charge symbolique, une prise en charge quelquefois matérielle, si le membre vient à défaillir, il y a des compensations. C'est cela la difficulté dans la chose. Nous avons des liens et pour pouvoir continuer de mériter comment dire, mériter de recevoir de garder le lien, de mériter d'être membre à part entière, il faut apporter des choses, il faut contribuer. Et quand on ne contribue pas, quand on a la sensation, quand on a la certitude même de ne pas avoir contribué à la hauteur de ses possibilités, à la hauteur de son potentiel, et qu'on a fait défaut, on imagine que même quand les autres manifestent une certaine tolérance, une certaine, comment dire, pas oubli, mais plutôt une certaine quand ils font semblant de ne pas vous reprocher quoi que ce soit, il n'y a pas. Donc malgré tout, soi-même, quand le procès ne vient pas des autres, on le fait nous-mêmes. C'est moi qui tiens court, je suis le juge, la partie, la défense, la partie civile, etc., etc. Je fais tout. Et donc, il est évident que je n'ai pas réussi à vraiment installer le décor de cette proposition comme je l'avais prévu, mais ça m'a un peu échappé. Et vous savez très bien que c'est une improvisation, donc j'y pense, j'ai inscrit cette proposition sur un papier depuis 2 jours, donc j'y pense. Seulement, ces temps-ci, je suis dans une certaine, comment dire, je ne suis pas tellement dans ces derniers jours, ou ce mois-ci, ou il y a un mois et demi, je suis un peu en dehors de ce procès. Quelque part,
je me laisse, j'ai quelques résurgences de cette culpabilité, mais ce n'est pas très puissant, ce n'est pas, ça ne m'atteint pas trop fort et quelque part j'arrive à me rétablir dans une certaine quelque part c'est comme si je vivais dans une sorte de bain de bain comme si en fait j'étais recouvert par une substance qui m'empêche de ressentir ce qui se passe à l'extérieur ou même ce qui se passe à l'intérieur. Je suis anesthésié, je suis comme, voilà, comme empêché de ressentir quoi que ce soit. Ce n'est pas de l'anesthésie, c'est comme si les choses que je ressentais, comme si j'en étais un peu, comme si je m'en tenais un peu à distance. Il y a cette distance, mais qui n'est pas une entreprise de dépassement, mais qui est juste une entreprise de déphasage. Ça se passe, je sais que ça se passe, je sais que le procès a lieu, il se tient, il est permanent, il est toujours ouvert, il n'y a pas d'interruption, et pourtant, c'est peut-être un autre moi-même qui est en procès, et moi, et pour ce qui est de moi-même, je suis je suis épargné. Voilà donc la question. Et c'est parce que l'idée qui est prégnante, c'est qu'il n'est plus possible d'apporter de réparation. Quand il y a procès, on imagine qu'il y a des demandes de réparation. Comme je ne peux rien réparer, ni pour moi-même, ni pour personne d'autre, à ce moment-là, je suis donc la dégradation, c'est que je ne peux plus apporter aucune réparation et je ne peux plus interrompre les effets de mes actes ou de mes fautes, et cela continue, les effets continuent, mais ils sont devenus quelque part, j'allais dire, délétères, je sais pas, ça imprègne tout, et il n'est plus possible, parce que quelque chose de fondamentalement, néfaste, de fondamentalement grave a eu lieu, et des scènes fondamentales de rupture sont ces ruptures ne sont plus du tout comblables. Il n'est plus possible d'imaginer un quelconque retour en arrière, il n'est plus possible d'imaginer une quelconque capacité à remonter le temps pour prévenir ce qui se passe actuellement. C'est quelque part, ce n'est pas de l'amnésie, ce n'est pas de l'oubli, c'est autre chose qui se passe. Et, et c'est ça qui peut-être permet de vivre, mais il est permis de douter de la qualité de cette vie. Cette vie n'a aucun intérêt puisqu'elle est, elle est toute en absence, toute en négation. Je nie mon existence, je nie mon corps, je nie
mon- mes désirs, je nie ma spécificité, je nie mon humanité, je nie euh, ma personne, je nie mes, mon savoir, je nie tout. Je ne reconnais rien, je nie mes affiliations, je nie mes relations, je nie mon passé. Il n'est pas possible de se reconnaître dans quoi que ce soit. Voilà, donc ce n'est pas de l'amnésie, donc c'est de se tenir dans une forme d'extériorité, mais ultime à soi-même. Voilà, donc cette proposition a évolué de cette façon-là. Il est peut-être plus intéressant de rester sur le jugement dernier, comme c'est proposé, et ne pas passer d'un élément à un autre. J'arrive pas trop à rester sur la question proposée. Peut-être cela nuit à l'intérêt de cette parole, de cette proposition. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la parole, et toutes ces paroles, créent une distanciation. C'est ça qui est intéressant. À partir du moment, donc je parlais d'extériorité tout à l'heure, là je parle de distanciation. Ce qui est intéressant, c'est que quand on commence à prendre la parole, il y a directement une distance vis-à-vis de ce qu'on est censé raconter de soi-même, rapporter sur soi-même. Et après, quand on écoute, quand il m'arrive d'écouter ce que j'ai dit, je suis encore dans l'extériorité. Il est donc doublement, c'est ça, quand on prévoit par exemple des choses, et comme l'effet produit par cette distanciation, il vous mène ailleurs, il vous mène sur d'autres territoires qu'on n'avait pas très prévu de fouler, de visiter. Évidemment, malgré tout, il y a une cohérence dans tout ce que j'ai proposé. Cela reste, c'est au lieu, ce qui est intéressant, cette distanciation, au lieu d'être dans une sorte de fermeture, ça a été aussi, ça a présenté quelques pistes, quelques propositions pour sortir un peu de cette chose intenable. Il n'est pas possible de rester dans cette position de coupable éternel, de coupable à vie. À un moment donné, il faut pouvoir réclamer une sortie, une libération, même anticipée, pour pouvoir, ne serait-ce que pour essayer d'aller voir s'il n'est pas possible d'avoir un autre rapport au monde, s'il n'est pas possible de se faire du bien, de se faire et peut-être de faire du bien à d'autres, même de façon assez brève, même de façon assez marginale. Ce serait intéressant de pouvoir un jour quitter les murs de cette salle d'audience, de cette salle du jugement, et de peut-être et de quelque part se retrouver ailleurs dans une autre configuration pour pouvoir
bâtir d'autres lieux, peut-être plus à même de redonner confiance, de redonner, disons le mot, espoir. C'est cela. Donc, peut-être essayer de réhabiter son corps, réhabiter son désir, réhabiter sa vie, se réinstaller dans sa propre demeure et quelque part faire un peu prendre congé de ce qui quelque part finit par ne plus être aussi peut-être est-ce qu'il y a une utilité à la culpabilité? Je ne sais pas. La culpabilité doit être justement, il faut pouvoir après le procès, il faut pouvoir donc la culpabilité, faut pouvoir apporter de la réparation. Malgré tout, l'idée, c'est qu'il faut sortir du procès et commencer la réparation. Voilà, donc, jugement dernier, et avec peut-être, au lieu de, comment on appelle cela, être le jugement dernier, il y a aussi un autre terme qui est plutôt peut-être dans la mythologie chrétienne, je ne sais plus exactement, où il y a dans un entre-deux, et je ne sais plus comment cela s'appelle, et peut-être avant peut-être de basculer vers son sort ultime, sortir un peu de la phase du jugement dernier, pour un temps évidemment court, pour essayer de comme si il était donné à l'individu une dernière chance, peut-être de se rattraper, une dernière chance de faire bonne figure, de montrer qu'il est quelque part peut-être digne de pardon, digne d'absolution. J'arrive pas à retrouver le terme, mais tant pis, il y a des termes, il y a des notions qu'on oublie, et si on les oublie, c'est parce que c'est oubliable, les choses qu'on oublie parce qu'elles sont oubliables, et donc je n'arrive pas à trouver ce terme. Ça m'aurait bien servi, mais de toutes les façons, la proposition a été suffisamment développée, donc ça aurait fait quoi? Ça m'aurait obligé à revenir un peu en arrière, et ça aurait pas été tellement utile. Donc cette phase qui existe, que je n'arrive pas à retrouver. Jugement dernier, l'enfer, le paradis, et oh non, il me faudrait un temps. Non. Donc je laisse tomber, la proposition a été un peu développée, elle reste toujours à prendre. Nous avons comme, pour finir par quelque chose de global, nous avons tous à faire face à nos manquements. Certains de nous sommes encore dans les premiers âges de la vie, ils sont en devenir, ils vont avoir aussi à gérer leurs manquements futurs. Nous avons, quelque part, les quinquagénaires, nous avons nos manquements, et nous devons essayer de faire quelque chose avec. On peut les assumer, mais il ne s'agit pas seulement d'assumer. Il s'agit plutôt d'essayer de dépasser et pour une fois,
peut-être prendre le pouvoir sur soi-même, même de façon illusoire. Cela n'est que l'illusion, comme le sont les mots, tout ce qui est dit est une illusion, mais au moins pour un temps avoir l'illusion d'être le maître de sa propre vie et que quelque part qu'on soit plus dans quelque part dans que dans l'innovation, dans l'amélioration, dans le, le changement, le bon changement, d'être dans quelque part dans les actes qui nous réconfortent, dans les actes qui nous rassurent, dans les actes qui nous valorisent, plutôt que d'être comme souvent dans des situations ambivalentes, des situations que, qui quelque part nous font régresser, nous font revenir à des sentiments, comment dire, nous oblige à nous repositionner, ces repositionnements dans lesquels il faut assumer tel ou tel acte. Là, quelque part, être dans une certaine, pas virginité, mais être un acteur ou un actant totalement libéré quelque part de ces chaînes puisque et de ces entraves et qui sait quelque part ce qu'il veut, ce qu'il peut faire, ce qu'il doit faire, et une sorte de rapport d'amour, de rapport de fusion avec la vie, de rapport de bonne interaction avec la vie pour la dernière et l'ultime fois, puisque on est appelé à finir sa vie et que quelque part que cela se finisse sur quelque chose de réconfortant, de beau et d'assumable. Voilà. En fait, je n'ai toujours pas trouvé le terme qui veut dire une situation entre deux et donc le jour du jugement dernier. Et en fait, d'être je ne trouverai pas. En tout cas, c'est aussi le cognitif quand il vous fait défaut et ce qui est intéressant avec cette histoire d'oubli, de mémoire, c'est qu'on s'en rend compte à quel point nous avons ou nous accumulons des choses que nous utilisons vraiment très peu et que évidemment dans ce fatras de choses, de notions, de mots, d'images, c'est tellement énorme et c'est véritablement un miracle. Là, il s'agit d'utiliser ce terme très marqué, mais bon, ça permet de donner une bonne image, une image signifiante. Et quelque part, ces mots qui, comment dire, c'est un fatras de choses et de retrouver un mot alors que nous en avons besoin. Et quelque part, une demeure où il y a beaucoup de choses, il faut vraiment avoir des capacités
d'ordonnancement, de gestion incomparable pour pouvoir se retrouver. Donc, dans notre mémoire, il y a beaucoup d'accumulation. Et évidemment, il y a certaines choses, malgré le fait que ce sont peut-être des choses, des tiroirs qu'on tire, et parfois il y a des tiroirs qu'on ne retrouve pas parce qu'on n'y retourne pas assez souvent, très rarement. Et donc, on a beau chercher, on a beau se creuser la tête et ça ne fonctionne pas. On n'arrive pas à tomber sur le tiroir précis, le tiroir dans lequel se trouve tel ou tel mot, tel ou tel nom. Et voilà, donc j'ai beau prolonger les choses pour essayer de retrouver ce terme et je ne le retrouve pas. Donc le terme entre le paradis et l'enfer, le jour du jugement dernier, le moment, je ne le retrouve pas, je vous dis à bientôt.